Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Je voudrais aujourd'hui vous initier à une pratique que les Romains appelaient concipere verba, mettre ensemble de mots, cum capio verba, mettre ensemble de mots. Je souhaite vous faire accéder à une dimension sans doute méconnue de la procédure privée romaine, le fait qu'elle se fondait sur l'utilisation de formules, donc de mots. Mais plus que cela, la rédaction de ces formules et le choix des mots participaient à la prise en compte des différences sociales, tout en assurant la protection des droits des parties en litige. En litige. Oui, le procès est par définition les lieux des conflits. C'est les lieux où les conflits purement juridiques se doublent d'un conflit social potentiel. En théorie, le procès devrait constituer un lieu où les différences sociales sont mises à plat. En réalité, elles se poursuivent dans une certaine mesure, même dans le cadre de l'administration de la justice. Il suffit de penser que dans le monde romain aussi, les parties en litige se faisaient assister par un orateur qui plaidait en leur faveur et qu'on appelait patronus, patron, nom qui indique son rôle de soutien et presque de protection de son client. La possibilité ou non de se procurer un patronus de poids, de renom, pouvait déterminer le résultat de la cause. En outre, chacune des parties essayait de se faire assister par des avocats, des personnes qui, le jour du procès, sur le forum, lui fournissaient des conseils, ou bien, seulement par leur présence, ils montraient le soutien social plus ou moins large dont l'acteur ou le défendeur jouissait. Donc, les procès étaient aussi un spectacle social. D'autre part, nous l'avons vu lors de notre dernière séance, à Rome, l'usage du procès était entouré de beaucoup de prudence. Cicéron intégrait un précepte sur le bon usage du procès, même dans son traité moral De Officiis. S'il est convenable, dit-il, de donner avec libéralité, il ne l'est pas moins d'exiger ce qui nous est dû sans être aigre. Dans toute espèce de contrat, dans les ventes et les achats, en donnant ou en prenant un loyer, avec les propriétaires de maisons ou de terres voisines, il faut se montrer équitable et accommodant. Céder assez de ses droits à beaucoup de personnes, avoir pour le procès, pour les litiges, toute l'aversion qu'ils doivent inspirer, et je crois même un peu plus encore. Un précepte qu'il s'efforça de suivre, Cicéron, lors de sa dispute avec son ancien beau-fils Dolabella à propos de la dot de Tullia. Les procès n'étaient donc pas un lieu neutre, anodin, retranché du reste de la vie sociale. Mais cela pose un problème. Dire que le droit traite tout le monde de la même façon serait vain si dans le procès, les parties étaient traitées différemment. Comment donc faire coexister et articuler les différences sociales avec l'indispensable parité entre les parties? Pour le comprendre, je vais décrire rapidement la procédure qu'on pratiquait à Rome à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. D'abord en concurrence avec un système plus ancien, puis presque exclusivement. C'est ce qu'on appelle la procédure formulaire. Imaginez le prêteur assis sur sa selle curule, le siège dont les pieds incurvés forment un X large, sans dossier ni accoudoir, une forme reprise par le style directoire. Ce siège était installé sur un endroit élevé, dont le nom était tribunal, d'où le nom moderne.
de la hauteur à peu près d'1 mètre, d'où le prêteur écoutait les plaideurs qui restaient debout en contrebas sur le sol. Donc le prêteur, bien qu'assis, était placé plus haut que les particuliers devant lui. Vous me direz, pourquoi avez-vous choisi un fragment? Parce que faire de l'histoire ancienne, c'est toujours travailler avec les fragments. Et donc je pense qu'il vaut mieux essayer de comprendre que les petits fragments dont nous disposons sont des mondes en miniature et qu'il faut pas jouer, mais ouvrir par notre imagination pour les reconstituer. Et donc, je pense que vous comprenez que dans ce fragment, il y a un petit monde potentiel. Alors, je pense que c'est un symbole assez efficace de la justice de tout temps. Celui qui administre la justice est au-dessus des plaideurs, ce qui signifie à la fois sa position de tiers impartial, mais également sa position de supériorité. Le droit, en même temps qu'il apprivoise la force qui dominerait sinon les rapports sociaux, a besoin de la force pour s'imposer. Et la force, c'est être au-dessus des autres. Approchons-nous d'une autre particularité du procès romain. Comme je viens de le dire, déjà à l'époque de Cicéron, mais de façon presque exclusive à partir d'Auguste, la procédure la plus largement utilisée était la procédure formulaire. Qu'est-ce qu'une formule? C'est un texte validé par le prêteur. Je parle du prêteur, donc le terme général plus adapté serait magistrat, ce qui inclut par exemple aussi les gouverneurs de province, mais je parlerai surtout du prêteur qui ouvrait à Rome. Donc la formule, c'est un texte validé par le prêteur qui donne au juge les instructions pour trancher le litige. Le juge est une personne différente par rapport au prêteur. C'est un particulier, choisi par les parties en litige elles-mêmes, disons de façon libre ou en choisissant dans une liste dressée par le magistrat lui-même. Donc c'est un particulier. Cela implique que la formule contenait des instructions pour lui qui étaient nécessaires pour que le jugement de ce particulier puisse être considéré comme relevant du pouvoir du magistrat. Donc c'est les traits d'union, ce sont des instructions pour le juge, pour le particulier, mais il y avait aussi une délégation de pouvoir dans la formule. Alors, regardons de plus près une formule. J'ai pris l'exemple le plus simple, celui d'un demandeur. Le nom conventionnel que les Romains lui donnaient, c'était celui d'Aulus Agerius, qui intente une action contre son adversaire Numerius Negidius pour obtenir le paiement d'une somme dont il se prétend créancier. Alors, la formule est la suivante. Le nom du juge, que Caius Titius soit le juge, c'est le juge choisi par les parties. S'il apparaît que Numerius Negidius doit donner à Aulus Agerius 10 000 sesterces, par exemple, que le juge le condamne à cette somme, sinon qu'il l'absolve. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce petit texte, l'intérêt intellectuel, disons conceptuel? C'est que la formule décortique le rapport
entre les deux personnes en cause. Elle dépouille la situation de tout qui n'est qu'accessoire, isolant le noyau juridique. Donc, c'est décortiquer, isoler le noyau juridique. Une personne doit donner une somme d'argent à l'autre. C'est ça le noyau de ce différend. C'est l'idée même de l'obligation. Alors, par ce dépouillement des détails, le litige peut laisser de côté tout ce qui est redondant pour se concentrer sur l'essentiel. C'est la méthode de l'abstraction. Alors, souvent, on reproche aux juristes d'être trop abstraits, c'est-à-dire loin de la réalité. Mais il y a là, je pense, un malentendu. Il faut considérer que c'est une nécessité, car autrement, on ne pourrait jamais isoler le cas d'espèce, parce qu'il serait noyé dans la réalité tout entière. Il faut quand même poser des bornes, le définir. Et c'est exactement ce que la formule fait ici. Isoler ce qui est relevant, vraiment, l'obligation. Alors, ces formules deviennent typiques, c'est-à-dire que le prêteur les rédigeait au préalable, au début de l'année de sa charge, de son office, et les écrivait sur du bois blanchi à l'encre rouge-noire, qu'il affichait en public. Donc c'était un texte, l'édit du prêteur, qui était affiché en public. D'ailleurs, edictum contient le mot dicere, dire. Donc c'était une proclamation. C'était une proclamation, mais que ensuite était affichée par écrit sur du bois blanchi. Alors, nous avons même appris où l'édit se trouvait, disons à l'époque d'Auguste. C'était justement dans les forums d'Auguste. On le sait par des tablettes qui ont été retrouvées à Pompéi et qui parlent de procédures concrètes. Et donc, les gens donnent des détails aussi, disons, topographiques. Donc, on sait que l'édit à Rome était affiché sur les colonnes des basiliques du Forum d'Auguste. Voilà le Forum d'Auguste. Donc vous voyez que c'est une reconstitution 3D qui repose sur des sources diverses, littéraires, épigraphiques, archéologiques, iconographiques. C'est une place à peu près de 125 mètres pour 120 mètres, avec des exèdres. Je ne sais pas trop s'il s'agit de 4 exèdres ou de 2. Donc, le temple que vous voyez ici, c'est le temple dédié, consacré à Mars Vengeur. Il était implanté au cœur d'un quartier populaire très densément peuplé, le quartier de la Subure, et il était séparé par un mur d'une trentaine de mètres en pépérin. Donc, on peut aller un peu plus loin si... Le temple de Mars Ultor avait été voué en 42 avant Jésus-Christ à la bataille de Philippe, et était vengeur
de l'assassinat de César, mais il est doublement vengeur parce que lorsqu'il a été bâti, il vengeait aussi l'affront infligé aux armées romaines en 53 par les Parthes, affront qui avait été lavé grâce à la restitution avant Jésus-Christ des enseignes des légions qu'il conservait. Donc le procès avait lieu ici sous les colonnades des basiliques, et c'était justement ici, et c'était justement sur ces colonnes que l'édit du prêteur était affiché en public. Quand je vous dis que le procès était un spectacle, je pense que vous avez compris, c'était vraiment au centre de la ville. Alors, imaginons maintenant un cas différent par rapport à celui que je viens d'évoquer, un peu plus compliqué. L'acteur affirme avoir conclu un acte juridique sous l'emprise d'un dolus malus. C'est impossible de traduire dans toute autre langue que le latin. Dol, mauvais, donc je dirais seulement dol. Il y a quelqu'un qui se déclare victime du dol de l'adversaire, c'est-à-dire d'une ruse, d'une manœuvre, d'un acte frauduleux employé pour le tromper. Alors, dans son édit, le dit qui était affiché, par exemple, dans le forum d'Auguste, dans son édit, le prêteur, entre autres, l'édit était très développé, entre autres, promettait d'aider les victimes de ces manœuvres et de punir l'auteur du dol. Alors, nous commençons à lire l'édit lui-même. Voici les termes de l'édit. Lorsque quelque chose aura été fait par dol et qu'on n'aura pas d'autre action disponible pour cette affaire, s'il me semble que les situations le justifient, j'instituerai un procès. Alors, le commentaire d'Ulpien, du juriste Ulpien, qui précède l'édit, c'est une sorte d'introduction, prologue, est perspicace et très bien écrit, de façon presque littéraire. Par cette clause de l'édit, le prêteur accorde son secours contre les hypocrites. Alors, j'aime bien ce texte parce que, alors vous voyez, je traduis hypocrite, varios, donc ceux qui ont plusieurs visages, donc qui ne vous montrent pas, qui n'ont pas seulement un visage. Et dolosos, vous voyez le mot qui vient de dolus. Alors, accorde son secours contre les hypocrites et les trompeurs lorsqu'on porte préjudice à quelqu'un par quelque astuce, afin qu'un, donc aux hypocrites, leur fourberie ne soit pas profitable et que les autres ne soient pas lésés par leur droiture. Alors, le terme latin simplicitas, simplicité, c'est-à-dire c'est exactement le contraire de varios. Donc, il y a des gens qui ont plusieurs visages, qui adaptent aux circonstances. Il y a des gens qui n'ont qu'un visage, qui n'ont qu'une parole. Donc, c'est ça l'effort d'Ulpien pour décrire le fond de cet édit et les principes qu'il défend. Alors, d'abord, nous rendons mieux compte maintenant que lorsque nous lisons l'édit, que l'édit du prêteur en général, chaque clause dont il s'est composé, était une promesse de la part du prêteur. Il déclare ce qu'il fera au cas où on lui rapportera une situation du type qu'il a prévu. En l'occurrence, il permettra au demandeur, à l'acteur, qui se dit victime du dol de l'adversaire, d'agir contre lui.
Donc c'est une promesse, ce que le prêteur fera. Alors, le prêteur était aussi un homme politique, donc il fallait l'affichage en public servait aussi pour contrôler ce qu'il faisait. Et comme il ambitionnait être élu consul, il n'avait pas terminé sa carrière, donc c'était aussi un moyen de contrôler son attitude. Donc, nous savons qu'il ne suffit pas de promettre son intervention, comme il le dit ici. Son intervention consiste dans la rédaction d'une formule. C'est-à-dire, il faut que le prêteur donne, c'est le verbe qu'on utilise, donne, offre, propose aux parties une formule, un texte. Et voici le texte. Que Gaius Titius soit juge, s'il apparaît que par les mauvais doles de Numerius Negidius, il s'est produit qu'Aulus Agerius a transféré par émancipation la propriété du fonds de terre en question à Numerius Negidius, et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis le moment où il lui aurait été possible d'agir, et que la situation n'est pas restituée conformément à l'appréciation du juge, que le juge Titius condamne Numerius Negidius pour une somme d'argent équivalente, sinon qu'il absolve. Alors, petite analyse, faisons ensemble. L'action dirigée contre l'auteur du dol, dans ce cas c'est Numerius Negidius, et tend à le faire condamner à une peine, une amende d'un montant équivalent aux dommages subis par la victime. On parle de condamnation au simple, c'est-à-dire au même montant du dommage subi par la victime. Alors, remarquons que dans cette formule, il est dit que la condamnation peut avoir lieu seulement s'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis le moment où il lui aurait été possible d'agir. Alors normalement, c'est le moment où la victime du dol se rend compte d'avoir été trompée. Mais il ne faut pas après se plaindre après un an. Alors il faut le faire dans cette période. Et par ailleurs, deuxième caractéristique, vous voyez que la condamnation de Numerius Negidius à cette peine ne peut pas avoir lieu si Numerius Negidius a restitué la chose, la situation, conformément à l'appréciation du juge. C'est-à-dire qu'il peut se soustraire à la condamnation en remettant les choses dans l'état où elles étaient avant son dol. Alors, on peut se demander, mais pourquoi il accepte de restituer la situation telle qu'elle était, il n'attend pas la condamnation, parce que peut-être qu'il ne sera pas condamné, peut-être qu'il y aura quelque accident qui empêchera d'arriver à ce terme. Mais il y a une raison assez importante, même pour notre discours, c'est que la condamnation ne comportait pas seulement la condamnation, une peine pécuniaire, c'est-à-dire il fallait payer une somme d'argent, mais elle comportait aussi l'infamie. Donc le condamné était aussi entaché, il portait sur lui cette tache d'infamie. C'était une déchéance d'abord juridique, l'infamie, exclusion de magistrature, d'abord, incapacité d'être témoin,
est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui a commis un dol en tant que témoin? Et c'était aussi l'interdiction de représenter quelqu'un ou de s'y faire représenter en justice, dans un procès. Alors, on revient par le biais de l'infamie au rapport entre le droit et la société, parce que, si, on peut faire l'exemple, si quelqu'un qui a été frappé par l'infamie ne peut pas représenter en tant que patronus ou avocat quelqu'un d'autre, une autre personne en justice, alors il est exclu de ce réseau d'influence. Il ne peut pas agir en tant que centre d'un réseau d'influence, parce qu'il ne peut pas, disons, offrir ses services à quelqu'un qui, lui, en sera redevable. Donc, c'est vraiment une exclusion à la fois juridique, mais avec des retombées importantes sur le plan social. Alors, pour résumer, disons, le régime, la discipline de l'action de dol, elle est accordée contre l'auteur des manœuvres frauduleuses, lesquelles avaient pour but d'amener la personne trompée à passer un acte juridique en lui causant un dommage. L'action était prétorienne, c'était le prêteur qui l'avait créée, pénale, peine d'argent, au simple, elle était infamante, anale et subsidiaire. Elle n'était accordée que s'il n'existait aucune autre voie de procédure ouverte à la victime du dol. C'est une définition que je tire d'un manuel d'institution droit romain de Raymond Monnier. Alors, revenons à la formule. Le mot formule, chez les Romains, comme de nos jours, indique un modèle. La formule, c'est un modèle. C'est le diminutif de forma, forme. C'est une petite forme. Donc, c'est un modèle par le biais duquel on peut faire d'autres objets, normalement des textes par exemple, mais aussi un gâteau, qui ont à peu près la même forme du modèle de départ. L'appeler formule tend à souligner le caractère typique de ce processus. C'est un caractère typique qui est sans doute l'une des caractéristiques marquantes de tout ordre juridique, car répétitivité et reproductibilité sont des éléments indispensables pour gouverner la variété. Alors, cela dit, il est hors de doute que lorsque deux individus allaient chez le prêteur, dans le forum d'Auguste, ils s'approchaient de lui qui était assis sur son estrade. Ce qu'il lui demandait, c'était une formule à peu près pareille de celle qu'on trouvait dans son édit. On a aussi un texte d'un juriste romain qui disait la façon la plus simple de montrer à ton adversaire l'action que tu veux exercer contre lui, c'est de l'amener devant l'édit du prêteur et lui pointer du doigt l'action que vous voulez exercer contre lui. Donc c'est effectivement une sorte de reproduction du modèle dans le cas concret. Mais néanmoins, les formules conservaient une certaine malléabilité, pour ainsi dire. On le voit très simplement, c'est la façon la plus simple de le comprendre. Les noms devaient être changés, donc ça c'est la formule qu'on trouve dans l'édit du prêteur. Donc les noms, il faut les changer en relation au nom des parties en litige. Alors les noms, pourquoi Aulus Agerius, c'est celui qui agit, l'acteur,
Et en plus, il est riche parce qu'il a une aula, donc il a une belle maison avec des salles de réception. Et numerius negidius, numerius numerare, ça veut dire payer, et negidius, c'est celui qui nie, qui dit non. Donc on comprend qu'ils ont choisi des noms qui correspondent au rôle dans le procès. Et donc ça peut sembler un peu banal, mais il y a une loi qui dit précisément, faites attention, les noms sont à changer. Donc c'est quelque chose à laquelle il fallait prêter attention. Mais c'est plus que ça. On voit très bien que cette formule fait référence à un cas très particulier. Donc le modèle qui est dans l'édit fait référence, bien entendu, à une situation où il y a eu dol, mais c'est une situation très particulière. Donc il peut en avoir beaucoup d'autres. Dans cet exemple, l'acteur affirme avoir transféré la propriété d'un fonds car il a été trompé par l'acheteur. Par exemple, on peut s'imaginer, l'acheteur a donné des fausses informations. Il a dit, bon, vous savez, il y a un plan de tout confisquer, et donc il vaut mieux que vous débarrassiez de ce fonds. Mais c'était des informations fausses, donc le vendeur a été trompé. Donc, mais c'est un cas très, très précis. Le transfert propriété, dans le cadre duquel le vendeur a été trompé par l'acheteur. Alors, si le cas était différent, il fallait changer pas seulement le nom, mais aussi le cas d'espèce qui était mentionné ici. Bien entendu, toujours laissant le mot dol, parce que c'était un peu le cœur de ce dispositif. Alors, nous avons formule, nous avons appris qu'est-ce qu'une formule, nous avons compris que ce sont des modèles, que ce sont des modèles qui ont une certaine résistance au changement, mais qui ont aussi une certaine malléabilité. Mais maintenant, c'est d'un art encore plus subtil que je veux vous entretenir pour cette dernière partie de mon exposé. C'est-à-dire, justement, l'art de composer les mots de la formule pour respecter la distance sociale existante entre les individus. On peut le voir par ce texte d'Ulpien, un juriste du IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est avec raison, dit-il, que le prêteur a inséré dans la clause de l'édit sur les dols l'examen de la cause. On va y revenir, c'est un peu le mot-clé de ce texte, l'examen de la cause, la cause cognitio. En effet, une telle action, l'action de dol, ne saurait être accordée à tout instant. Et en effet, voici qu'en premier lieu, elle ne doit pas être donnée si la somme est modique. Elle ne le sera pas non plus à certaines personnes, par exemple aux descendants et aux affranchis, contre leur ascendant ou leur patron, parce qu'il s'agit d'une action infamante. Mais il ne faut pas non plus l'accorder à l'humble contre celui qui excelle de par sa position sociale. Par exemple, à un homme du peuple contre un ancien consul dont l'autorité est reconnue, ou encore un individu s'adonnant à la luxure ou la prodigalité, ou qui soit, pour toute autre raison, dénué d'importance contre un homme dont les mœurs seraient plus exemplaires. C'est ce que Labéon pense, dit Ulpien. Quelle en est la conséquence à propos de ces personnes contre lesquelles on ne peut pas donner l'action de dol? Il faut dire qu'on doit leur donner une action
in factum, adapté aux circonstances du cas, et modérer les mots afin de mentionner la bonne foi. Il y a des choses qu'on comprend très bien, d'autres un peu plus techniques. Et je pense que c'est le beau de ce type d'exposé, de n'être pas trop compréhensible. Il ne faut pas entendre un exposé dont on connaît tout, parce que sinon ça ne vaut pas la peine. Ce qu'Ulpien commente dans ce passage, c'est l'expression tirée de l'édit « S'il me semble que la situation le justifie ». Traduction assez, c'est une paraphrase. Le latin dit « Justa causa esse videbitur ». S'il semble qu'il y ait une juste cause. Alors, apprécier, voir s'il y a une justification, c'est une opération qu'on définit, qu'on qualifie de cause cognitio. On peut le traduire examen préalable de la situation. Et je pense que vous aurez compris à quoi ça fait référence, par exemple, le fait d'évaluer si la somme en jeu était importante ou pas, par exemple. Donc, on pouvait, le prêteur faisait ce type d'examen au préalable, ce n'était pas compliqué, parce que si les parties étaient d'accord que la somme était très modique, il disait, bon, je n'accepte pas de donner une action pour dol. Alors, vous voyez que le commentaire d'Ulpien s'ouvre sur un jugement de valeur. Il dit « c'est avec raison, mérito ». Le premier mot, c'est très important par sa position, mérito, avec raison, justement. C'est quoi que le prêteur a fait avec raison? C'est qu'il a inséré justement l'examen de la clause. Il a dit, bon, je vais voir s'il y a des conditions qui justifient que je donne l'action de dol. Alors là, il faut donner une précision. Je pense, c'est un peu controversé, mais je pense que le prêteur pouvait toujours descendre à ce type d'examen de la situation, même s'il ne l'annonçait pas. Et c'est justement ça que Ulpien souligne, le fait de l'avoir dit exprès, c'est un symptôme du fait que le prêteur sera très attentif avant de donner cette action, très prudent. Et c'est ce qu'il dit tout de suite. En effet, une telle action de dol ne saurait être accordée à tout instant, par sim. Je ne sais pas, sans distinction, pêle-mêle, donc, mais il faut être très prudent. Vous avez, je pense, compris pourquoi on ne peut pas l'accorder à tout instant, c'est parce qu'elle était infamante. Donc il y avait des conséquences très graves sur le statut social de la personne. Il ne s'agissait pas seulement d'une procédure qui pouvait ébaucher sur une condamnation pécuniaire, mais au-delà de ça, aussi causer une vraie déchéance. Alors, à cette affirmation suit un développement. Il dit, Ulpien, en premier lieu, elle ne doit pas être donnée si la somme est modique. C'est un élément objectif, donc c'est seulement l'évaluation du montant en jeu.
Vous comprenez qu'il y a là une évaluation de valeur en jeu, d'une part une somme modique, de l'autre part le risque de cette déchéance sociale. Donc le prêteur dit qu'il ne vaut pas la peine de mettre en danger la position sociale du défendeur en rapport à un enjeu pécuniaire pas trop relevant. Mais l'action ne sera pas non plus accordée à certaines personnes. Donc ce n'est pas une question objective, c'est une question subjective. Par exemple, aux descendants et aux affranchis contre leur ascendant ou leur patron. On comprend très bien. Donc il y a un rapport complètement déséquilibré. L'ascendant est par définition supérieur au descendant, et notamment dans un système comme le système romain, où il y avait la centralité du père de famille qui jouissait d'une situation de véritable pouvoir sur les descendants. Donc il ne fallait pas que cette situation soit mise en danger par une action de dol. Et à plus forte raison dans le cas d'un patron et de son affranchi, qui, il ne faut pas l'oublier, était auparavant son esclave. Donc il ne faut pas que l'esclave puisse, disons, presque renverser la situation de déséquilibre qu'il y avait auparavant, parce qu'il s'agit d'une action infamante. On comprend très bien le mécanisme de raisonnement. Et c'est un principe que Ulpien redit en général. C'est une phrase qu'il faut, je pense, considérer, parce que c'est une véritable proclamation des valeurs romaines. Donc, parfois, dans le digeste, on retrouve, c'est assez rare, mais on trouve des propos qui nous font entrer, parfois malgré nous, dans un univers qui était régi par des valeurs qui ne sont pas toujours les nôtres, ou qui le sont, mais bon, ça dépend. Alors, revenons au texte, parce qu'il y a une deuxième catégorie. Ce n'est pas celle des descendants et des affranchis, mais il y a une deuxième catégorie qui est elle-même divisée en deux. En gros, il ne faut pas la donner à une personne humble contre une personne excellente. Mais après, il faut voir qu'est-ce qu'on considère l'une et l'autre. Alors, par exemple, on le comprend très bien, un homme du peuple contre un ancien consul. Donc là, il y a une différence sociale qui est basée sur le droit public, le fait d'avoir reçu par le peuple une charge, une magistrature, donc un ancien consul contre un homme du peuple. Donc l'homme du peuple ne peut pas demander une action de dol contre un ancien consul, dont l'autorité est reconnue. Ou, deuxième catégorie, et qui entre plutôt dans le droit privé, il ne faut pas l'accorder à un individu s'adonnant à la luxure ou à la prodigalité, ou qui soit, par toute autre raison, dénué d'importance contre un homme dont les mœurs seraient plus exemplaires. Donc ici, le déséquilibre, ce n'est pas le déséquilibre qu'il y a là entre l'ascendant et le descendant ou le patron l'affranchi, ou qu'il y a entre un homme qui n'a jamais eu des charges publiques contre quelqu'un qui a été un consul, mais c'est entre des personnes qui ont des modèles de vie différents. Et je pense que vous avez
très bien vu, il n'aura échappé à personne, que les valeurs qui émergent ici sont ceux du bon usage de la richesse. Parce que l'homme, lequel ne peut pas prétendre d'exercer l'action de dol, est celui qui s'adonne à la luxure, la prodigalité, contre quelqu'un qui a des mœurs et mœurs plus exemplaires. Et mœurs, ça nous rappelle l'idée de philosophie morale. Donc, on est vraiment dans ce type de contexte. Alors, après avoir dit quelles sont les limites que le prêteur doit suivre lorsqu'il procède à la vérification de la situation avant d'accorder l'action, comme il a indiqué des limites, il se demande, mais quelle en est la conséquence? Pourquoi cette question? Parce qu'il y a là un problème. Comment donc articuler le fait qu'on veut protéger la position sociale de certaines personnes avec la demande légitime de protection de quelqu'un qui s'affirme victime du dol de cette personne? Donc c'est ça l'enjeu. Alors, la solution qu'il propose, c'est de modifier la formule. Mais il le propose d'une façon assez étrange. L'action de dol ne doit pas être accordée. À sa place, il faut donner une action in factum, donc adaptée à la situation de fait, aux circonstances du cas, et modérer les mots afin de mentionner la bonne foi. Donc, il faut modifier la formule en éliminant le mot dol et en insérant le mot bonne foi, bona fides. Alors, un tel conseil, si on réfléchit, ne saurait nous surprendre, car le dol est un concept opposé à celui de la bonne foi. Donc, la formule devra être rédigée de telle sorte que le juge, qui doit juger selon la formule que nous avons vue ici, le juge ne devra pas juger à la aune du dol, mais à la aune de la bonne foi. C'est-à-dire, s'il y a eu un transfert de propriété et le vendeur affirme qu'il a été trompé par l'acheteur, on ne se demandera pas si l'acheteur a commis dol, mais on se demandera si le vendeur peut se retirer de l'accord tout en gardant sa bonne foi. Donc, c'est symétrique, si vous voulez. Mais on ne mentionne pas le dol. Alors, cela pourrait passer à nos yeux pour un simple jeu de mots, mais les Romains y étaient, à ce qu'il paraît, très sensibles. Et donc, il existe un précédent de cet escamotage dont l'auteur est Cicéron. Cicéron, gouverneur de Cilicie. Je pense que les références à Cicéron, qui sont très fréquentes dans mes cours, ne doivent pas vous surprendre parce que Cicéron est une source, si on peut le définir comme ça, une source qui a une bonne connaissance du droit, mais qui traite le droit d'un point de vue très proche de du quotidien. Donc c'est une source que pour ce type de sujet, parfois est plus adaptée que les textes des juristes. Mais dans ce cas, comme j'essaie de le faire toujours, j'essaie toujours de faire de parallèles entre les textes des juristes et des textes qui sont différents. Donc ma méthode, c'est celle de l'inclusion de champs discursifs différents.
Alors, Cicéron, gouverneur en Cilicie, vous savez que normalement, les anciens prêteurs et les anciens consuls étaient ceux qui partaient pour les provinces après leur année d'office. Mais Cicéron, après son consulat en 63, avait vécu des vicissitudes épouvantables, même l'exil, et en conséquence de la répression des catilinaires. Donc, il pensait, une fois revenu à Rome, avoir échappé à cette lourde tâche de gouverner une province. Mais malheureusement pour lui, en 52, l'on décida de faire appel à tous les ex-consuls qui avaient occupé leurs fonctions plus de 5 ans auparavant, et parmi eux, donc, Cicéron. Cicéron assaillait littéralement ses amis de lettres pour empêcher cet énorme dérangement, comme il le définit, mais rien n'y fit, le choisit comme gouverneur de la province de Cilicie, qui était en plus l'une des plus importantes de l'Empire romain, et la deuxième grande place forte en Orient, après la Syrie. Donc la Syrie ici. Alors, la Cilicie n'était pas seulement la province qui correspond à cette partie qui porte ce nom, c'était bien plus large. Elle incluait la Pamphylie, la Lycie, la Pisidie, l'Isorie, la Lycaonie et même une partie de la Phrygie, et aussi le circuit judiciaire des cités de Synada, d'Apameia et de Laodiquée. Donc c'était très, très étendu. Alors, grâce à la correspondance de Cicéron avec ses amis, avec le Sénat, nous sommes très bien renseignés sur les événements qui concernent cette aventure. Il, accompagné de son frère Quintus, qui venait de quitter son poste de légat auprès de César pour se joindre à son frère Cicéron, Cicéron quitta Rome en mai 50 avant Jésus-Christ. Après une escale à Éphèse, il emploie 3 mois pour arriver en Cilicie. Donc, il n'était pas vraiment pressé, il n'avait pas du tout envie d'y arriver. Alors, l'une des premières choses sur lesquelles il porte son attention, c'est justement le circuit judiciaire ici. Donc, le gouverneur devait se déplacer à rendre justice dans les principales villes du territoire. Il séjourna 2 jours à la Odyssée, 5 à Apamée, 5 à Philomélium, et s'évertua à alléger des tribus trop lourdes, enfin à combattre aussi l'usure en mettant en pratique les préceptes que lui-même, nous les avons vus, lui-même ira thématisé dans le De Officiis. Mais administration de la justice implique un édit. Le gouverneur de province lui-même affichait un édit. Donc on peut bien comprendre qu'il y avait des édits qui étaient affichés un peu partout dans les villes du circuit judiciaire. Donc, quand je vous dis que nous n'avons que des fragments qui ont survécu, parce que nous n'avons pas donc la multiplication des édits et nous n'en avons pas un qui est survécu. Bon, les édits pouvaient varier, mais il y avait une large ressemblance entre les édits affichés à Rome et ceux dans chacune des provinces. Et c'est pour cela que justement les différences attiraient l'attention. Et c'est ainsi que Atticus, dans cette correspondance avec son ami, demande à Cicéron quelques informations sur l'édit
qui avait été affiché par le gouverneur de la Syrie, Bibulus. Parce que, dit Atticus, il avait exposé dans son édit une clause extrêmement préjudiciable à l'ordre équestre, du moins si on croit à l'opinion d'Atticus qui appartenait, tout comme Cicéron avant d'entrer dans le Sénat, à cet ordre, et qui était l'ordre des chevaliers, des grandes fortunes, d'où sortaient aussi les publicains qui prenaient à ferme le recouvrement des impôts. Vous voyez ici le fiscus, donc le terme a une image. Vous voyez ici, c'est une corbeille à monnaie, ici les monnaies. Ici, c'est un codex. Vous voyez ici le livre des comptes. C'est une image, je trouve, assez saisissante. Elle se trouve à Neumagen, près de Trèves. Et donc c'est une scène de paiement des impôts. Peut-être, mais c'est très difficile, peut-être vous voyez ici les provinciaux qui sont en train de payer le dû aux publicains. Et donc les publicains n'ont pas bonne presse, et donc vous voyez une autre représentation, c'est le Caravage, le tableau qu'on trouve à San Luigi dei Francesi à Rome, et donc, pris d'un passage de l'évangile de Matthieu, quand Jésus vit un homme assis au bourreau du fisc et lui dit « Suis-moi ». Et il se leva et les suivit. Donc c'est peut-être, c'est une interprétation un peu discutée, mais on pense que probablement c'est Jésus et Matthieu. Alors, dans sa lettre, Cicéron ne dit pas exactement qu'est-ce que cette clause préjudiciable pour les chevaliers, les publicains, qu'Atticus dénonce dans l'édit de Bibulus, mais il est généralement admis qu'il s'agit de la si dite exceptio doli, l'exception de dol. C'est une clause, un remède qui est strictement lié à l'action de dol. Donc je n'entre pas dans les détails, mais c'est cette exception de dol qui est liée à l'action de dol. Alors, quel était ce préjudice? Je pense que vous l'avez compris, j'en suis sûr, c'est un préjudice social. Si les gens lisent dans l'édit du prêteur, du gouverneur de la province, affiché dans tous les forums de la province, que le gouverneur prévoit un remède en cas de dol des publicains, c'est déjà comme dire que les publicains sont capables, peut-être inclins, aux tromperies. Donc c'est déjà un préjudice social en soi, le fait d'afficher ce remède, de lier le terme dol à un remède orienté contre les publicains. Par exemple, s'il y a une négociation entre le publicain et le contribuable endetté qui promet de verser l'impôt. Donc, peut-être que dans ce type de négociation intervient le dol des publicains. C'est à une situation de ce type qu'on peut penser. Alors, Atticus veut que Cicéron leur enseigne. La lettre de Cicéron est typique, il ne sait presque rien, mais il en profite pour parler de soi. Il dit « J'en sais rien » de l'édit de Bibulus,
en dehors de la clause à propos de laquelle toi-même, tu m'as écrit, et qui porte un grave préjudice à notre ordre, l'ordre équestre. Et après, Cicéron s'empresse à rassurer son ami pour ce qui le concerne. Il dit « J'en ai toutefois une d'aussi efficace, isodynamusa, mais plus couverte, plus dissimulée, tirée de l'édit d'Asie des Quintus Mucius Scaevola, grand juriste, consul de 95 avant Jésus-Christ. Sauf si l'affaire a été gérée de telle sorte que, selon la bonne foi, on ne soit tenu de s'y conformer. Ce qui revient à dire que celui qui décide de ne pas tenir sa parole ne manque pas de bonne foi. Alors, le dit de Cicéron présentait donc une clause ayant la même efficacité, la même dynamisme, la même force que la clause contenue dans l'édit de Bibulus. Donc, l'édit de Bibulus parlait de dol à propos des publicains. Il utilise une formule qui ne parle pas de dol, mais qui contient le mot bona fides. Donc, elle était plus dissimulée, mais avec la même efficacité, fonctionne identique. Alors, je pense que le texte d'Ulpien, dont nous avons longuement parlé, nous aide à comprendre complètement l'attitude de Cicéron. En rédigeant son édit provincial, celui se comporte exactement comme 2 siècles après lui, ou presque 3 siècles après lui, Ulpien suggérera au prêteur de se comporter au cas où il lui serait demandé d'adopter des mesures préjudiciables à l'honneur des ascendants, du patronus, de l'ancien consul, d'une personne aux mœurs irréprochables contre un prodigue. Alors, Ulpien suggérait, vous vous en souvenez, d'introduire dans la formule la mention de la bonne foi, et de manière analogue, on peut penser que Cicéron, suivant ce que le grand juriste Quintus Mucius Scaevola avait fait 50 ans avant lui lorsqu'il était le gouverneur de l'Asie, transforme, donc, on peut penser que Cicéron transforme la clause qui parlait de dol à l'aide de la bonne foi. Et donc le juge, je le répète encore une fois, ne condamnera pas si l'affaire entre les publicains et les contribuables a été conclue de telle sorte qu'en toute bonne foi, les contribuables ne doivent pas s'y tenir. Donc il peut libérer le contribuable de l'obligation s'il peut le faire tout en gardant sa bonne foi. Pourquoi il peut garder sa bonne foi même s'il ne tient pas son engagement implicite, c'est parce que le publicain l'avait trompé. Mais on ne parle pas du dol du publicain. Alors, donc on comprend très bien pourquoi il parle d'une clause aussi efficace, avec la même dynamisme, mais couverte du point de vue verbal et social. Donc il n'y a pas cette atteinte à l'honneur, à la réputation des publicains. Alors, ici se termine mon commentaire de texte et notre séance. J'espère que vous avez jugé utile ce rapprochement entre un texte d'un juriste, ce texte de Cicéron, qui jette une lumière assez claire sur la démarche que les prêteurs, les gouverneurs de province assumaient quand ils voulaient sauvegarder la réputation de certaines catégories de personnes. Alors d'abord, on a compris que les formules, en dépit de leur nom, étaient assez susceptibles de variations, mais aussi que ces variations répondaient à des attentes sociales, encore une fois. Alors, je pense que c'est assez important parce que, pour tout vous dire,
la procédure formulaire est très mal connue, car elle a été presque effacée des textes du digeste par les compilateurs du digeste. Alors, vous me diriez, mais d'où est-ce que vous avez tiré ces textes, donc, et toutes ces sources? Mais je vous ai montré qu'il faut chercher vraiment dans les coins plus obscurs, les plis des textes, des détails pour reconstituer les formules et même pour comprendre surtout leur fonctionnement. Alors, quelle est la conséquence de cet effacement de formules dans le texte du digeste? Alors, pour le dire de façon très, disons, avec une formule, c'est la disparition du procès des textes des juristes romains. Et comme les textes des juristes romains ont été réemployés à l'époque médiévale et moderne, nous avons des textes qui nous parlent du fond du droit du point de vue substantiel, mais qui parlent très peu du procès. Et deuxième conséquence, comme vous l'avez vu, le procès était le lieu où les attentes sociales rejoignaient le droit. Alors, on a une image un peu épurée du droit romain. On ne voit pas que le droit romain était encastré, pour le dire avec un mot qu'on utilise dans ce type de discours, était encastré dans la société. Et malheureusement, la situation des sources nous fait un peu perdre ces ancrages. Dernière remarque, nous avons ici vu la prise en compte des différences sociales. C'est quelque chose qui pour nous est un peu surprenant, un peu même dérangeant. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a ici vu le rapport très strict entre la pratique judiciaire des prêteurs et les raisonnements des juristes. Et je voudrais que vous gardiez à l'esprit l'image du forum, c'est-à-dire c'était quand même une procédure qui s'est déroulée sous les yeux de la communauté et sous les contrôles techniques des juristes. Mais en plus, il faut le dire, nous avons vu que ce sont des catégories qui sont prises en compte. Ce ne sont pas des personnes, disons, ce ne sont pas des individus, mais ce sont des catégories. Les juristes suggèrent aux prêteurs de ne pas accorder l'action de dol contre certaines catégories de personnes, non pas contre la telle ou telle personne. Donc, la prise en compte du statut social ne se confond pas avec le favoritisme. Cicéron, en tant que gouverneur de province, ou Ulpien, ne se sont pas comportés de façon injuste. Donc, nous ne sommes pas en présence du genre d'abus auquel fait référence la phrase de Solon, citée par un contemporain d'Ulpien, Diogène Laërtius. Les lois sont comme des toiles d'araignée. Si une chose légère et faible y tombe, elles la retiennent. Si elle est plus grande, elle la déchire et s'en va. Je ne pense pas que c'est ça, disons, l'esprit de ce type d'intervention, mais il faut quand même considérer le droit romain dans son cadre social. Et je vous remercie de votre attention.